Bonjour et bienvenue sur les antennes de LCI et de Radio Classique. Nous recevons ce matin Ramayad. Ramayad, bonjour. Bonjour. Alors commençons par les vœux de François Hollande. Le marathon des vœux commencé par ses vœux aux Français le 31 décembre, son émission sur France Inter hier. Est-ce que vous avez le sentiment que François Hollande apporte quelque chose de neuf dans le débat politique aujourd'hui ? Absolument pas. En fait, il est commentateur de sa propre action. Et ce qui me frappe, c'est le défaitisme de sa posture. On a un homme qui a échoué sur tous les fronts, notamment économique et de lutte contre le chômage, qui vient nous expliquer effectivement que voilà, il l'assume, et en l'assumant, c'est un aveu d'échec. Un aveu d'échec qui n'est pour moi pas du tout un exercice de sincérité, parce que là où on l'attend, c'est au niveau de l'action. Donc François Hollande, en cette rentrée, est l'homme des illusions perdues. Vous dites défaitisme, et pourtant il affiche son volontarisme, il dit qu'il fera tout pour faire revenir la croissance, qu'il va se battre pour l'emploi, vous ne le croyez pas ? Il se paye de mots, il est dans une posture de communication. D'ailleurs, les grosses ficelles de cette stratégie de communication sont dévoilées chaque jour depuis quelques semaines par ses équipes. Il a renoncé à l'action. On l'a vu sur le projet de loi Macron, qui effectivement devait partir d'une toute autre ambition. On se rappelle avec Arnaud Montebourg qu'il y avait un objectif même de relance du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat a disparu. Les corporatismes ont eu raison des réformes profondes et essentielles qui étaient préconisées. Il y aura quand même des professions qui seront déréglementées. Dans une mesure relative, dans la mesure où il y a eu effectivement des pressions de corporatistes, il y a eu des renoncements, mais ce n'est pas une surprise venant de François Hollande. Et puis en plus, ce projet est très critiqué au sein de la gauche. On a entendu Martine Aubry il y a quelques semaines tenir des propos très très durs. Ce week-end, on a entendu Cécile Duflot parler comme le principal procureur de ce gouvernement, alors qu'elle en était membre il n'y a pas si longtemps. Donc nous avons un président acculé, réduit à une stratégie de communication, défaitiste sur la plupart des préoccupations des Français et obsédé par sa réélection, peut-être sur un malentendu, espère-t-il, puisqu'on en est désormais là. C'est du gâchis, c'est du temps perdu pour la France, je le regrette. Alors on reviendra sur ces échéances politiques de 2017, mais vous parlez de la loi Macron. Cette loi Macron, dans le principe, vous l'approuvez ou pas ? Dans le principe, le fait de déréglementer les professions pour redonner des perspectives de croissance, d'activité à ces métiers, bien sûr, sauf que c'est une réforme petit bras qui a accouché d'une souris, et sauf que l'ambition initiale a été rabattue, et sauf que c'est une loi tellement contestée dans les rangs même de la majorité que, au fond, on sait très bien que ce qui est annoncé, même le peu qui est annoncé, peut être remis en cause durant les débats parlementaires. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas quand même une petite réforme qui aboutit qu'une grande réforme qui échoue ? C'est toujours la même problématique d'une équipe gouvernementale qui n'a pas d'ambition pour le pays. Qui d'ailleurs, ce qui me surprend toujours, n'était pas prête à gouverner, puisqu'il navigue à vue depuis le départ. Pourtant, 10 ans d'opposition auraient permis de réfléchir, de préparer un projet solide, de consulter. On a l'impression que tout cela est fait dans une certaine improvisation, et je le regrette profondément. Mais François Hollande a le tempérament, alors ce tempérament empathique dont il se prévaut actuellement pour justifier ce rapprochement avec les Français pendant ce mois de janvier. Et que vous lui reconnaissez ? Parce qu'il est drôle, paraît-il, il a de l'humour, mais au fond, les Français, voilà, ça ne leur fait rien qu'il ait de l'humour. Il n'est pas là pour cela, ce n'est pas un comique, ce n'est pas un homme qui est là pour, être sympathique aux gens. On n'est plus dans cette politique de papa qui consiste à être sympathique, donc à être élu. Les Français en ont soupé de cela. C'est toute cette génération qui se présente comme venant d'une forme de social radicalisme pépère, où on ne fait rien bouger, où on se contente de créer des synthèses, où on pense que le pays est trop fragile pour pouvoir être changé. Toute cette philosophie politique a conduit la France dans l'impasse ces 30 dernières années. Et c'est insupportable. J'aurais quand même un mot sur la loi Macron pour bien vous comprendre. Oui. On a entendu donc les réserves que vous formuliez et les ambiguïtés de la position de la majorité sur ce texte. Si vous étiez parlementaire, dans le texte tel qu'il est présenté aujourd'hui, est-ce que vous le voteriez ? Il y a un certain nombre de parlementaires UMP ou UDI qui ont dit qu'ils le voteraient.
Est-ce que vous le voteriez? Non, je m'abstiendrai parce que je ne veux pas faire un chèque en blanc à une politique économique dont je trouve qu'elle ne répond pas en profondeur aux problèmes qui se posent. Moi, j'attendrai de François Hollande, si on veut vraiment, secouer le cocotier, c'est d'aller sur des réformes structurelles. Les réformes structurelles, c'est l'éducation, par exemple. On a perdu tellement de temps sur des choses superficielles, comme les ABCD de l'égalité, ou encore la réforme des rythmes scolaires. On n'a pas eu cette refondation profonde de l'école qui permettrait de faire monter une génération capable d'affronter ce monde, d'avoir les compétences requises et de pouvoir répondre aux besoins économiques du pays. Qu'est-ce qu'une réforme structurelle de l'éducation ? La réforme structurelle de l'éducation, c'est de revenir aux savoirs fondamentaux, c'est-à-dire d'arrêter de vider les cerveaux de nos gamins et puis de revenir... Mais concrètement, c'est quoi? C'est changer les programmes? C'est changer la formation des maîtres? C'est quoi? C'est aller sur ce dont on se préoccupe jamais. On parle beaucoup à propos de l'école des questions sociétales, alors que ces questions sociales, à mon avis, n'ont absolument rien à faire à l'école. L'éducation, ce sont les familles. L'instruction publique, c'est l'école. Et c'est une ambition suffisamment grande, suffisamment lourde pour justifier que les professeurs qui naviguent à vue aujourd'hui, et c'est grâce à eux d'ailleurs que le système tient encore un petit peu, il faut leur donner une mission claire. Il faut un nouveau pacte éducatif avec l'éducation nationale, avec les professeurs. Donc les savoirs fondamentaux, la discipline, la laïcité au sein de l'école, c'est ça dont on a besoin, c'est ça qui fait une école publique de valeur. Sinon, ils vont tous aller dans le privé, comme vous avez vu ce qui se passe. Même les écoles privées confessionnelles sont fréquentées aujourd'hui par des familles musulmanes. C'est pour vous dire que l'école privée ne peut pas continuer à être la roue de secours, parce qu'elle est aujourd'hui épuisée, elle n'arrive pas à tenir. La roue de secours d'une école publique est en déshérence. Donc, retour aux savoirs fondamentaux. Exactement. Ensuite, il y a la formation professionnelle. La formation professionnelle. Vous rendez-vous compte que seuls 10% des chômeurs bénéficient d'une formation professionnelle dans un pays où le chômage de masse est une réalité depuis 20 ans. C'est quand même absolument sidérant. Et on sait très bien, rappelez-vous du rapport Perruchot, il y a quelques années, 2012, qui a été enterré par la gauche et par la droite. Perruchot, le maire de Blois. C'est absolument... qui depuis, d'ailleurs, a été battu législative, comme si il fallait... Ce rapport a été enfermé dans un coffre, texto, mais je vous assure, parce qu'il ne fallait pas en parler. Il a fallu que des confrères à vous, journalistes, sortent clandestinement ce rapport qui disait la vérité sur le gaspillage et l'argent de la formation professionnelle. C'est scandaleux. Ça, ce sont des réformes de structure. Et puis, bien sûr, l'organisation du travail liée aux 35 heures, la question du départ à la retraite, évidemment. Et puis, soyons concrets sur 35 heures. Vous souhaitez que l'on relève la durée légale du travail? Exactement. On ne peut pas... À 39 heures Martine Aubry, lorsqu'elle a lancé cette réforme, c'était à une époque où elle s'est dit, voilà, il n'y a pas beaucoup de travail, donc le peu de travail qu'on a, on va le partager entre les actifs. Le problème, c'est qu'on a étouffé l'activité, on a empêché ceux qui voulaient travailler de travailler. La remise en cause de la défiscalisation des heures supplémentaires mise en place par le précédent gouvernement a aussi été une erreur profonde, parce qu'on a aussi empêché des gens de travailler. Et puis, enfin, alors, peut-être, dans la loi Macron, cette histoire de travail du dimanche, mais enfin, quand même, dans quel pays est-on où ceux qui veulent travailler le dimanche ne peuvent pas travailler le dimanche, avec des réglementations qui diffèrent d'un trottoir à l'autre dans une ville. Quand j'entends sur le travail, sur la formation professionnelle, sur le retour aux savoirs fondamentaux, à l'autorité à l'école, j'ai l'impression d'entendre ce que peut dire Nicolas Sarkozy, ce que dit l'UMP. Pourquoi finalement n'êtes-vous plus à l'UMP et avec Nicolas Sarkozy? Pourquoi le choix d'un autre parti? Non, ce que je pense, c'est fondé sur une réflexion, sur des consultations, sur des rencontres avec les Français. Voilà, c'est une ambition pour la France qu'il faut. Et pourquoi pas avec l'UMP? Parce que l'UMP, en tout cas, le précédent gouvernement, à un moment donné, a baissé les bras. C'est-à-dire que nous avions fait élire Nicolas Sarkozy sur un projet absolument transgressif de modernisation du pays, d'adaptation aux réalités du nouveau monde. Et à un moment donné, il y a eu la crise de 2008, avec laquelle il a fallu se dépatouiller comme il pouvait. Et il a fait, sur le plan européen, ce qu'il pouvait faire. Simplement, comme on ne voyait pas de perspective économique, de redressement, ils se sont, décalés sur des questions sociétales, avec cette droitisation qui était en fait juste verbale, voilà. Et il y a eu un défaut d'action qu'on a payé au prix fort en 2012. Et Chantal Jouanneau, qui, comme vous, a été à l'UMP, comme vous avez été ministre de Nicolas Sarkozy, et comme vous est parti à l'UDI, disait il y a quelques jours que finalement, le discours de Nicolas Sarkozy, de Nathalie Kosciusko-Morizet, de Laurent Wauquiez, je la cite, portait des valeurs qui étaient en contradiction, disait-elle, avec nos valeurs à nous centristes.
Est-ce que vous sentez que ce que dit Nicolas Sarkozy est en contradiction avec vos valeurs à vous? Non, je ne me reconnais pas dans un jugement aussi définitif et global en mettant tout le monde dans le même sac. Non, je ne mets pas Nathalie Kosciusko-Morizet sur le même plan que la ligne Buisson, par exemple. Non, on peut pas dire NKM, pour vous, ça va? Vous êtes compatible avec la ligne NKM? Oui, je pense sur différents sujets. Sauf que moi, j'ai pris mes responsabilités à partir du moment où je ne me sentais pas en phase au niveau de mes convictions avec ce qui se passait, ce qu'elle dénonce. Moi, je suis partie. Je pense que il est plus intéressant, au fond, d'être en phase avec ses convictions en intégrant et en participant à la création de nouveaux partis politiques pour apporter un nouveau souffle à la vie politique, plutôt que de rester là à se débattre avec sa propre majorité matin, midi et soir. C'est un épuisement permanent. Question électorale concrète, il y aura cette année des élections régionales, vous êtes élu en Ile-de-France. Valérie Pécresse va conduire la liste de l'UMP en Ile-de-France. Est-ce que vous souhaitez que le centre, l'UDI, fasse une liste autonome? Et si oui, confirmez-vous que vous êtes intéressé par la conduite de cette liste, sachant que Chantal Joanneau, dont on parlait, s'est déclarée elle-même candidate pour conduire cette liste UDI? Oui, aux deux questions. Je pense que cette caporalisation qui consiste à vouloir absolument que la droite et le centre présentent une candidature unique ensemble à ce type d'élection, ça ne marche pas. La dernière fois, c'est ce qu'on a fait, ça n'a pas marché. Donc il faut des listes séparées? Et puis parce qu'on est différents, tout simplement. On vient de parler de nos différences. Donc en plus, on a un groupe à la région, présidé par Laurent Lafont, maire de Vincennes, qui est excellent. Et donc, on a besoin, effectivement, de montrer notre singularité aux Franciliens, de leur dire en quoi on se différencie, on porte un projet différent, sans doute complémentaire sur quelques aspects, mais très différent sur d'autres. Je pense par exemple que on ne peut pas uniquement être dans une opposition acharnée. Il faut rechercher d'abord l'intérêt des Franciliens. Je crois qu'on ne peut pas aussi contraindre la région sur des sujets relevant uniquement de sa compétence. La question de la laïcité en Ile-de-France est absolument fondamentale, nous voulons la traiter. Donc, la question du Grand Paris, qui l'a porté? Ce sont des centristes, de Christian Blanc à Maurice Leroy. Et donc nous avons quelque chose à dire là-dessus. C'est un projet ambitieux d'envergure pour les 30 années qui viennent. Donc voilà. Donc l'UDI, c'est pas l'UMP, on l'a compris. Mais maintenant, comment trancher entre Chantal Joanneau et vous? Il faudrait une primaire? Eh bien, non, mais je pense que on verra quelle personnalité se dégage. Mais moi, je porte un projet pour l'Île-de-France qui est fondé sur la nécessité de renouvellement, qui est fondé sur la nécessité de mettre fin à 16 ans de socialisme francilien. Quand même, il y a une espèce de fossilisation de la gouvernance francilienne depuis 16 ans, au point que les Franciliens se demandent à quoi sert la région. Regardez ce qui se passe dans les transports publics. Les gens qui sont coincés dans 2 heures en grande banlieue, laissés dans la nature, par des trains qui ne fonctionnent pas, des problèmes de sécurité. C'est à nous de le dire. Un tout petit mot pour terminer, d'un mot sur votre parti, le Parti radical. Vous aviez été battu par Laurent Hénart pour la présidence du parti. Vous avez contesté le résultat de cette élection. Il y a aujourd'hui une audience au tribunal de Paris. Est-ce que vous espérez que cette élection soit cassée? Oui, c'est ce que j'ai demandé. Vous savez, c'est pas un combat personnel. C'est une question de principe. Les partis politiques sont discrédités aux yeux de l'opinion publique. C'est l'institution la plus détestée à 95%. Ça ne peut pas continuer comme ça, au motif qu'il y a des pratiques détestables qui s'y passent. Ce n'est pas une affaire de mauvais perdant ou sinon, vous savez, ça fait 6 mois que ça s'est passé, j'aurais pu m'en remettre. Non, je ne m'en remets pas parce que précisément, la justice a envoyé des huissiers à saisir des données. Il y a des témoins capitaux qui s'expriment maintenant, des salariés pour dire qu'effectivement, il y a eu des choses qui sont pas normales. Ça, ce n'est plus possible. Les partis sont financés par les contribuables français. Il faut donc qu'ils rendent des comptes. Donc, l'histoire n'est pas finie. Ramayad, merci et bonne journée sur l'antenne de LCI et de Radio Classique.